Bien, ben, merci de m'accueillir dans ce colloque passionnant et puis de me permettre de présenter un travail là aujourd'hui qui a été entamé fin 2018. Alors moi, je suis chercheur en infocom rattaché au LabSIC, qui est un laboratoire en sciences d'information de la communication à l'Université de Paris 13, la Sorbonne Nouvelle, comme on appelle maintenant. Et je travaille plus particulièrement au sein d'un LabEx, dont est membre ce laboratoire, qui est le LabEx ICA, Industrie culturelle et création artistique. Et ce projet est né aussi d'une collaboration avec l'ULB, notamment Louis Viard, qui est professeur à l'ULB, en infocom également, où on est parti d'abord d'un événement qui est le projet d'installation du géant industriel Alibaba sur l'aéroport de Liège. Vous avez certainement entendu parler de cet événement-là. Et puis ce projet-là qui finalement, c'est la construction d'un entrepôt, certes de taille importante, mais en tout cas, finalement, on aurait pu considérer que c'est une anecdote industrielle, au sens où c'est juste un entrepôt de plus sur un site, l'aéroport de Liège, où il y a aussi déjà des acteurs comme DHL qui font de la logistique, etc. Pourtant, ce projet-là a suscité très vite une réaction importante de la part de la société civile, avec notamment la création d'un collectif à l'initiative d'une association locale qui s'appelle Urbagora, un collectif qui s'appelle Watching Alibaba. Et donc, il y a eu très rapidement une logique de tension, voire de conflit qui s'est installé autour de ce projet-là. Donc, on a commencé à essayer de comprendre les différents ressorts, donc à la fois quelles étaient les modalités d'intervention des acteurs publics et d'Alibaba et les motivations de ses opposants à ce projet-là. Et puis, moi, j'ai poursuivi ensuite ce travail plutôt en France, sur la base d'un deuxième constat qui est que en France notamment, mais c'est le cas dans d'autres pays, notamment en Europe occidentale, il y a à peu près aujourd'hui entre 400 voire plusieurs milliers de contestations de la part de la société civile face à des projets d'aménagement évidemment de toute ampleur. Je parle à la fois d'une contestation face à une fermeture de maternité, par exemple, qu'à des gros projets d'infrastructure, mais en tout cas un nombre croissant et très important de contestations de la part de la société civile face à des projets d'aménagement qui, il y a peut-être 10 ans ou 20 ans, n'auraient pas forcément suscité de telles réactions et de telles oppositions. Et donc on a cherché à comprendre, d'une part, ce qui pouvait expliquer cette croissance comme ça de contestation, de mobilisation de la société civile, et puis essayer de voir aussi derrière les disparités, s'il n'y avait pas moyen de dégager des traits communs à ces différentes mobilisations qui, vous en doutez, sont aussi vachement liées, enfin énormément liées à des spécificités locales, des histoires locales, etc. Alors, pour situer un petit peu les cas sur lesquels j'ai travaillé, là, je lis sur ce tableau. Vous allez voir, je travaille un peu sur deux types de projets d'aménagement de territoires, qui concernent des territoires locaux, à la fois des projets d'entrepôt, des sites logistiques de e-commerce, notamment qui sont menés stratégiquement par les deux grands acteurs que sont Amazon et Alibaba, en Belgique et en France. Et puis sur un deuxième grand type de projet d'aménagement qui concerne plutôt des parcs de loisirs ou des parcs de commerce hybrides, qui sont des nouvelles générations de centres commerciaux où on trouve à la fois l'activité classique du centre commercial, mais aussi des activités ludiques, des activités culturelles, donc toute une offre de renouvellement de ces centres commerciaux. Et puis des projets comme à Lille, le quartier Saint-Sauveur, qui est un projet de quartier créatif, donc à la fois avec des logements, des bureaux aussi, mais aussi une piscine olympique qui était prévue, notamment pour offrir un site pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Donc on est sur une variété de projets là, que je vous présente très rapidement parce que le temps va filer. Mais je vais vous expliquer un petit peu comment moi j'entreprends ces projets-là et pourquoi j'essaie de les observer de manière commune. Alors, sur les centres logistiques de e-commerce, là, je n'insiste pas, tout le monde connaît ça. On est face à des grands acteurs et face à un développement du e-commerce qui est exponentiel. Et donc, des grands acteurs qui sont, pour Alibaba, originaires de Chine, pour Amazon des États-Unis, qui sont dans des stratégies, qui mènent des stratégies au départ différentes, mais qui aujourd'hui se rejoignent l'extension de leurs activités sur l'ensemble de la planète. Donc il y a tout un ensemble très complexe et très profond de restructuration du e-commerce, voire du commerce de manière générale,
de marchandises, mais aussi de personnes. C'est du tourisme, l'industrie du tourisme est également concernée par les activités de ces groupes-là. Et ces acteurs-là, Amazon le fait depuis un peu plus longtemps. Alibaba, avec son projet à Liège, en Belgique, a ouvert, d'ailleurs, au début novembre, là, il y a un mois, 2 mois, a ouvert son premier centre logistique dans l'Europe de l'Ouest. Donc, ces 2 acteurs-là sont vraiment dans une stratégie de localisation d'activités, notamment pour faciliter et puis rendre plus rapide le flux de transport de marchandises à l'échelle de la planète. Et dans tous les cas, et vous le savez, je l'ai évoqué pour Alibaba, mais pour Amazon, c'est exactement la même chose. Chacun des projets d'Amazon, d'entrepôts Amazon, que ce soit un entrepôt ou un centre logistique, qui sont des sites industriels d'ampleur et de vocation industrielle différente. En tout cas, tous ces projets-là suscitent à chaque fois des mobilisations très importantes de la population. Je suis pas perdu avec Lina pour choisir ça. Je n'ai pas bien compris, je ne sais pas si c'est du parasite. Ok. Alors, j'en dis pas beaucoup plus pour l'instant sur ces projets-là d'entrepôts de sites logistiques de e-commerce. Très rapidement, parmi les centres les parcs de loisirs là, que j'évoquais, je liste rapidement Imagiland, d'un projet de parc de loisirs à Angoulême, qui est la capitale de la bande dessinée, hein, qui s'est construite une image autour de la bande dessinée. Donc c'est un parc d'attractions Alors, je reviens vite sur les tableaux. Vous voyez que, je ne sais pas si c'est bien lisible, mais ce qui les caractérise tous, ces projets-là, c'est qu'ils ont une emprise foncière qui est quand même très importante, puisqu'il y en a eu sur plusieurs dizaines, voire parfois des centaines d'hectares, hein, qui évidemment, en partie, sont destinés à être artificialisés, en sachant que la moitié de ces projets concernent des zones périurbaines ou périmétropolitaines, enfin dans les métropoles, mais en périphérie, et l'autre moitié quand même concerne des zones rurales, en tout cas moins aménagées. Alors, donc, Imagiland, c'est sur le site d'une ancienne carrière, Lafarge, qui était abandonnée, qui a été abandonnée pendant une dizaine d'années, qui du coup a vu toute une flore ou une faune se redévelopper. Et puis là, le projet, de la part de l'agglomération d'Angoulême, il était pas spécifiquement de monter un parc, au départ en tout cas pas spécifiquement de monter un parc de loisirs sur le thème de la bande dessinée, mais de trouver un pôle d'attractivité pour leur territoire. Angoulême est coincé un peu, est une ville un petit peu qui subit l'attractivité de Toulouse, de Bordeaux, enfin, du sud-ouest de la France. Et donc ils étaient avant tout en quête d'un projet de distinction et de développement de leur attractivité. Ça aurait pu être un site de e-commerce, comme c'est dans d'autres cas. Ils ont fait une sorte d'appel d'offres en demandant à des industriels de proposer des projets pour permettre à leur territoire d'être plus attractif. Et c'est comme ça que Média Communication, qui est une entreprise qui gère les droits de bande dessinée sur des personnages, notamment des personnages de la bande dessinée belge des années 70. Hein, vous voyez qu'on n'est pas sur des personnages très, très récents, entre Gaston Lagaffe, Léonard, etc. Eux ont proposé un projet quasi clé en main, en disant on va faire un parc de loisirs, ça attire du monde, ça développe le tourisme, et puis comme c'est Angoulême, la bande dessinée, ben, nous on va pouvoir décliner ça sur le thème de la bande dessinée. Média Participation, c'est la même entreprise qui a développé aussi le parc Spirou, qui lui a ouvert en 2018. Je passe vite parce que je pense que le temps va filer. Un autre projet qui, lui, est complètement différent, qui est en zone rurale, qui est sur un ancien domaine de Chauffaille, un projet d'un investisseur belge, donc un particulier, qui, lui, rêve de pouvoir créer un parc d'attractions sur le thème de la musique, mais plutôt du point de vue technique. Donc, ce qui l'intéresse, ce sont les instruments de musique. Donc, vous allez avoir l'ascenseur dans la clarinette, vous allez pouvoir faire grimper dans les arbres à la fin entre deux harpes, etc. Donc là aussi, vous voyez qu'on est en projet par d'attraction et que finalement, le thème des instruments de musique devient presque un prétexte pour se distinguer d'autres parcs d'attraction. L'inconvénient, et c'est pour ça aussi que les collectifs d'habitants se sont mobilisés, c'est qu'il y a d'une part une artificialisation, une privatisation de ce domaine de Chauffaille qui pour l'instant est dans le domaine public, et puis il y a aussi une déconnexion importante, et c'était le cas aussi à Angoulême
avec la culture locale. C'est-à-dire à Angoulême, comme sur Mélofolia, il n'y a pas de lien avec les auteurs de BD contemporains à Angoulême ou avec une tradition, une histoire musicale de ce territoire sur lequel serait installé ceci. Un autre projet, c'est les studios Occitanie Méditerranée à Béziers, où là, l'idée est de mêler un parc d'attractions avec des studios de production cinématographique. Plus un troisième projet porté par le Conseil général qui jouxte sera quasiment sur le même site, mais donc il y a un troisième volet qui est un parc aménagé. Là, on valoriserait les écosystèmes, la nature, etc. Donc on est sur un complexe comme ça de trois entités qui là aussi sont destinées sur un territoire qui est un peu enclavé à développer le tourisme et donc à distinguer et à rendre ces territoires beaucoup plus attractifs. Là aussi, une forte mobilisation de la population contre ce projet qui artificialise, donc qui détruit toute une faune et une flore, qui en plus économiquement est jugé non viable parce qu'il y a déjà toute une activité, notamment autour de Montpellier, pas loin, autour du cinéma, et que donc il n'est pas forcément viable économiquement de développer une industrie de production cinématographique sur ce site. Un autre projet radicalement différent, le D-Dayland. Alors, D-Dayland, c'est le surnom qui a été donné par les opposants à ce projet qui a été annoncé par Hervé Morin, ancien ministre, qui consiste en Normandie, dans un petit village, de proposer une expérience immersive du débarquement sur les plages de Normandie. Alors, vous savez qu'il y a déjà énormément de sites mémoriels en Normandie pour retracer toute cette période de notre histoire. Là, l'idée, c'est vraiment d'embarquer sur des sièges qui seraient sur des wagonnets, en gros, et puis le public va circuler d'installations scénographiques en différentes scènes, différentes ambiances, pour revivre finalement ce qu'ont vécu les soldats lors du débarquement. Alors ça, c'est un projet qui a suscité énormément de réactions, à la fois de la part des riverains, qui trouvent ça absolument inutile, vu l'existence déjà de tout un ensemble comme ça touristique mémoriel, et puis aussi l'association d'anciens combattants et de leurs familles, en tout cas, qui voient ici un dévoiement total de cette partie sombre un peu de notre histoire pour en faire un projet touristique. L'objectif d'Hervé Morin, c'est de dire chaque année, il y a des dizaines de milliers de personnes qui viennent passer une journée ici en Normandie. Le but, c'est qu'elles viennent passer 3 jours. Donc, il faut leur proposer une offre touristique beaucoup plus importante pour pouvoir prolonger leur séjour et du coup générer évidemment des rentrées économiques. À Lille, la friche Saint-Sauveur, c'est une ancienne gare de marchandises de la SNCF qui a été désaffectée, qui depuis les années 2000, enfin, même avant, en tout cas surtout depuis les années 2000, fait l'objet de projets d'aménagement, j'évoquais tout à l'heure, avec un ensemble de bureaux, de logements, etc., mais aussi une piscine olympique, plus quelques piscines alentours, plus familiales et ludiques, etc. Là aussi, une friche sur laquelle se sont développées faune et flore relativement intéressantes, dont certaines espèces protégées. Se sont développées aussi des pratiques par les habitants de ce site-là qui sont très variées. Et donc une opposition de la part de la société civile face à un projet qui est à la fois hyper polluant, artificialisation totale de plusieurs dizaines d'hectares, qui est démesuré parce que la population locale, a priori, ne va pas aller utiliser la piscine olympique tous les jours, et puis en plus qui pose des problèmes administratifs, de montage de dossiers, des problèmes aussi d'analyse environnementale. Là, on est en fait coincé entre plusieurs périphériques, en tout cas voies de forte circulation. Nager, y compris pour un nageur olympique sur un bassin comme ça, c'est finalement plus se polluer les poumons que se faire du bien. Bon, alors, vous voyez, ces projets-là sont très hétérogènes les uns par rapport aux autres. Je liste là rapidement, je vous laisse lire un peu les objectifs qu'on avait, mais que j'ai rappelé tout à l'heure. Mais ce qui lie un peu tous ces projets-là, c'est que tous relèvent d'une stratégie plus ou moins consciente, plus ou moins assumée de la part de décideurs publics, de rendre leur territoire local plus attractif. L'objectif, il est bien en invitant ou en ayant le privilège d'accueillir un entrepôt Amazon ou Alibaba, en ayant l'audace de monter un parc de loisirs sur des instruments de musique parce que ça n'a jamais été fait dans le monde, toutes ces initiatives-là relèvent en fait d'une stratégie commune qui est que ces décideurs publics cherchent à distinguer leur territoire et
et à le rendre attractif et donc à créer de la valeur marchande. Alors, si je reviens vite fait sur ces objectifs, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, moi je me suis c'est de me concentrer vraiment sur les rapports de force qui s'instaurent et qui s'équilibrent ou se déséquilibrent. Déjà plus que 5 minutes, moi je me dépêche. Et sur les modalités de gouvernance du territoire, c'est-à-dire comment sont prises ces décisions d'aménager ces territoires avec ces orientations-là. Bon, bah, excusez-moi, mais je passe un petit peu sur les repères, sur les repères théoriques, mais peut-être deux notions, les espaces publics et la géopolitique locale. Hein, vraiment, les questions que j'essaie de creuser, c'est de savoir dans quelles instances ces conflits-là peuvent s'exprimer et comment est-ce qu'ils sont réglés. Est-ce qu'ils le sont d'ailleurs. Et puis une géopolitique locale, parce que le territoire, c'est le lieu de ces tensions-là, de ces conflits, mais c'est aussi l'objet. C'est-à-dire que finalement, tous ces acteurs-là, la société civile, comme les industriels et les collectivités, les décideurs publics, se battent pour dominer ce territoire. Hein. Donc on est vraiment dans une logique de géopolitique. Je passe vite fait les observations principales pour me concentrer vraiment sur une seconde partie là, qui concerne vraiment plus l'axe de l'atelier. Où j'identifie un peu 3 grands types d'espaces publics, les médias et les réseaux sociaux numériques, les instances institutionnelles, et puis ce que j'appelle une contre-démocratie, en tout cas ce que j'emprunte à Rosan Vallon, une contre-démocratie qui est basée sur des actions de terrain. Tout ça analysé et vu selon ces rapports de force. Alors, un premier de ces 3 volets, c'est comment ces stratégies, comment les idéologies, comment les cadres de pensée des décideurs publics et des opposants s'expriment à travers les médias. Alors, bien entendu, on a des processus relativement récurrents où la presse locale, parce qu'on est sur des projets locaux, hein, la presse locale fait le relais comme ça, de ces projets institutionnels, avec une sémantique relativement récurrente, partenariat public-privé, c'est du gagnant-gagnant, c'est pour développer l'emploi, c'est pour rendre le territoire plus attractif, et puis en face, la société civile, elle, va mettre en avant les impacts environnementaux, les impacts sociaux aussi, puisqu'on crée de l'emploi, mais oui, mais des emplois précaires, des emplois peu qualifiés. Donc, est-ce que vraiment c'est un objectif d'une stratégie pertinente pour un territoire de développer de tels emplois? Donc, on a d'abord un relais dans la presse locale qui, en plus, se délecte de tous ces conflits, du moindre événement qui remplir les colonnes. Et puis l'objectif de tous ces acteurs-là, notamment des opposants, c'est de parvenir aussi à ce qu'on parle de ce projet-là et de leur lutte au niveau national. Donc de faire de ce projet qui est initialement local, avec des collectifs relativement réduits, un enjeu national. Je passe vite aussi, puisque le temps file, mais sur les réseaux sociaux et le web, qui sont évidemment très importants à la fois pour rendre ces projets publics et puis aussi pour exposer et diffuser les arguments des opposants. L'enjeu, évidemment, pour les pros et anti, c'est de conquérir l'opinion publique. Le grand type d'espace comme ça d'expression et de gestion des conflits, alors là, je donne quelques verbatims. Donc, deuxième type, ce sont les instances institutionnelles. Donc, je les liste là, elles existent. Déjà, il y a des conseils d'élus au niveau municipal, au niveau d'une communauté d'agglomération. Il y a des élus qui sont de différents bords, d'obédience politique, qui ont différents points de vue sur ces projets-là. Elles sont censées être des lieux de débat. On va voir concrètement que ces débats sont très peu contradictoires, notamment parce qu'il y a aussi un ensemble de pratiques dans ces instances-là qui fait qu'on ne va pas contester ce que défend le président de l'agglomération ou le maire. On ne va même pas contester ou se mettre en désaccord avec d'autres élus des communes voisines, parce qu'en retour, on sera peut-être bien content un jour que ces mêmes personnes soutiennent nos propres projets. Donc, ces instances sont finalement assez peu opérationnelles en termes de débat public. Je suis désolé, je passe vite fait sur ces verbatims, hein, mais voyez, on parle du sujet tabou, avec un ensemble de tactiques aussi pour différer d'ordre du jour en ordre du jour le débat sur ces questions-là. Un deuxième type, au-delà des conseils comme ça institués, ce sont les dispositifs de concertation. En France, notamment, il y a tout un arsenal relativement complexe depuis les années 70, surtout, qui s'est développé de débats publics, d'enquêtes publiques, d'études d'impact, notamment autour de problématiques environnementales, et puis aussi plus localement des réunions d'information, de concertation, qui sont censées supposer permettre l'expression justement des opinions contradictoires et permettre le débat. Concrètement, ces instances-là ne sont pas contraignantes,
Et puis, on voit que concrètement, elles servent surtout aux porteurs de projets à présenter ces projets-là et que les contre-arguments sont, finalement, on peut de place. Troisième type, ce sont les arènes civiles. Alors là, c'est un peu les initiatives que prennent ces opposants de la société civile pour construire une contre-expertise. Ils estiment que la posture institutionnelle est techniciste, c'est-à-dire que le projet n'est pas politiquement débattu, il est débattu techniquement. Ça, c'est aussi ce qu'on retrouve aussi dans des analyses plus générales sur le projet capitaliste, qui est finalement de transformer le débat politique en débat technique. Et par exemple, le Covid est un bon exemple également aussi à ce sujet-là. Et progressivement, les opposants locaux, qui sont souvent des individus qui ont peu de passé militant, qui ont peu d'expertise, même si parfois il y a des environnementalistes, etc., ou des ingénieurs, des experts, vont s'associer avec des associations extra-locales, nationales, internationales, qui, elles, sont expertes. Et vont leur apporter cette expertise à la fois en communication, sur des aspects de faune et de flore, mais aussi sur des aspects juridiques. France Nature Environnement, c'est une association, par exemple, qu'on retrouve quasiment dans tous ces combats-là, et qui met très vite à disposition et qui rend capable ces collectifs locaux d'engager des poursuites et des actions juridiques face à ces projets-là, sinon pour les stopper, au moins pour les freiner et pour publiciser, donc mettre à la lumière des défauts dans le montage des projets, dans les expertises qui ont pu être effectuées. Et donc cette contre-expertise qui va se forger au fil du temps grâce notamment à ces associations extra-locales va jouer dans le rapport de force qui va donc évoluer. Donc là, vous voyez ici quelques exemples de projets il y a eu une contre-expertise, par exemple, sur le cas de la friche Saint-Sauveur, une contre-expertise très technique sur la capacité du site à supporter le projet qui était prévu. Troisième type d'initiative de la part de la société civile, bien sûr, l'occupation du terrain. Là aussi, l'objectif est de ramener l'opinion publique et toujours d'étendre l'information auprès du public. Là, l'enjeu, et ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est d'accroître l'emprise de ces opposants sur le territoire. Là aussi, l'appui opérationnel et stratégique de réseaux hors du territoire est fondamental. Il y a une variété d'actions, des manifestations, des tracts d'information, etc. Ça peut aller jusqu'à des ZAD, des menaces de ZAD, les ZAD étant de la vie de plusieurs élus ou décideurs publics, vraiment la hantise absolue, puisque à la fois elle bloque le site, le territoire, puisqu'il est occupé physiquement, et en plus la ZAD accroît les risques de dérapage, voire de violence de la part de la police ou de la gendarmerie. Et donc les risques vraiment de retournement de l'opinion publique sont énormes. Oui, j'ai vu le stop, j'en ai pris pour très longtemps. Avant-dernier, petit point, la délocalisation du projet. Ça, c'est une dynamique qui est fondamentale. Je l'évoquais, ce sont des projets locaux qui, a priori, intéressent une population relativement locale. Tout l'enjeu va être de fédérer et de rendre visible à une échelle nationale, voire internationale, la diversité et la variété de ces projets-là pour leur donner un poids. Et il y a, depuis quelques années, des collectifs, comme ni ici ni ailleurs, quand on parle quand on lutte contre un projet Amazon, par exemple, c'est Amazon, pas ici, mais pas ailleurs non plus. Ou Alibaba, c'est la même chose. Non à Amazon et son monde. Donc on dépasse le cas local pour en faire finalement un ancrage local d'une dynamique beaucoup plus globale qui doit être combattue, fédérée à des échelles extra-locales. Et ça aussi, ça pèse sur les rapports de force. Puis, dernier point, ce que Rosan Vallon qualifie de contre-démocratie, donc on n'est pas sur de l'anti-démocratie, on est sur un contrefort à la démocratie représentative, institutionnelle. Donc, globalement, ces collectifs-là ne remettent pas, ce ne sont pas des revendications libertaires qui remettent fondamentalement en cause les institutions, mais elles remettent en cause leur fonctionnement. C'est-à-dire qu'il y a une défiance croissante vis-à-vis des décideurs publics, de la manière dont ils prennent les décisions, avec le secret, notamment les partenariats publics-privés qui favorisent le secret des affaires. Il y a des contrats qui sont signés entre la puissance publique et ses industriels, mais qui ne sont pas rendus publics, donc on ne connaît pas le contenu. Et donc, ces initiatives de contre-démocratie sont instituantes au sens où, je vous montre un exemple ici, sur le triangle de Gonesse, sur lequel il y avait le projet Europa City, un centre commercial nouvelle génération qui, au-delà des magasins, propose des activités de loisirs
présenté comme culturel. Les opposants, alors le projet a finalement été abandonné fin 2019, mais les opposants finalement se sont institués en propriétaires du territoire. Alors, administrativement, ne leur appartient pas, juridiquement, ne leur appartient pas. Ils se sont institués propriétaires du territoire en faisant un bien commun. C'est-à-dire ce territoire-là, que ce soit pour un projet comme Europa City piloté par un groupe comme Auchan, ou que ce soit pour un autre projet industriel qui artificialise les terres, on n'en veut pas. Et donc nous prenons l'initiative de se déclarer, s'auto-déclarer propriétaire. Donc l'humanité, la société civile, devient propriétaire de ce terrain, de ce territoire, et du coup a une emprise beaucoup plus forte sur ce territoire. Il y a déjà 10 000 signataires de cette affaire. J'ai largement dépassé, alors Comment? Oui, oui. Ouais. Bon, alors juste pour terminer ce petit schéma, pour résumer ce qu'on peut lire de l'observation d'analyse de ces différents projets et puis des conflits qui émergent et comment ils sont gérés, c'est que les instances institutionnelles ne parviennent pas à ce qu'elles s'expriment les oppositions à ces projets-là et ce qu'elles soient réellement débattues. Donc la société civile, une fois que ces conflits ont émergé, donc les espaces institutionnels ici sont peu efficients, mais notamment grâce à l'ancrage local de réseaux militants qui sont nationaux ou internationaux, on a un phénomène de politisation de ces projets-là qui sont d'abord présentés comme juste des anecdotes industrielles, c'est juste un entrepôt, c'est juste un parc de loisirs, c'est juste un développement de l'industrie du tourisme. Mais non, au-delà de ça, il faut y voir toute la dimension politique de ces projets-là, et notamment vis-à-vis des grands enjeux contemporains environnementaux qui sont très peu pris en compte de la part des décideurs publics qui considèrent que, eux, à l'échelle locale, ce n'est pas leur problème, ces questions-là se règlent au niveau international. Donc tout l'enjeu de ces phénomènes de politisation, c'est d'ancrer ces grandes luttes internationales, nationales autour de l'environnement, de la protection de la biodiversité, de la non-artificialisation des terres agricoles, etc., sur des cas concrets, des cas locaux, et localement, de sensibiliser, de convaincre et de forcer les décideurs publics à prendre en compte ces dimensions environnementales et sociétales qui ne sont aujourd'hui pas prises en compte parce que leur prisme en général se limite aux aspects strictement économiques et d'attractivité de leur territoire. Je suis désolé d'avoir débordé. C'était assez rapide, mais merci beaucoup. 5 petites minutes. Je pense qu'il y a des questions. Excusez-moi. On peut rebasculer en présentiel ou distanciel. Alors, je vais faire pour... Oui, je ne veux pas faire de bêtises non plus. Excusez-moi. Si on se met comme ça. Non. Comment faire? Il y a normalement une double fenêtre surprise. Donc en fait, vous voyez en dessous, tout en bas à gauche, là où vous voyez le dispositif, je pense qu'il y a 2 fenêtres. Encore plus bas. Tout en bas, oui. À côté du PowerPoint. Oui, pardon. Très bien. Voilà. Très bien, voilà. Donc, s'il y a des questions dans la salle et s'il y a des questions, parmi le public, n'hésitez pas. On a 5 petites minutes devant nous, puis on aura peut-être un petit moment en fin d'atelier. Oui, alors, Loïc Cobu, si vous pouvez ouvrir votre micro et puis directement la parole. Bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend, n'hésitez pas. Super, merci beaucoup. Merci pour cette présentation fort passionnante. Je vais essayer d'être bref dans mes 2 questions. La première question porte sur l'éventuel rôle de l'opposition au sein des élus locaux. Est-ce que eux, ils peuvent être justement le relais des acteurs de la société civile pour justement créer cette contre-expertise et dénoncer les formes de dépolitisation que vous mettez en avant? Est-ce que vous avez remarqué justement des jeux entre la majorité locale et l'opposition locale sur ces questions-là? Et j'avais une autre question sur est-ce que vous avez observé des pratiques plus délibératives qui auraient conduit vers des formes différentes d'émergence de conflits ou des revendications différentes par rapport à la gouvernance? Donc, l'idée, c'est est-ce que les pratiques délibératives
modifie le schéma que vous nous présentez dans votre conclusion? Alors, oui, sur la première question, sur les élus d'opposition, alors il y a évidemment tout le jeu politique qui fait que quand on est dans l'opposition, on s'oppose. Donc ça joue évidemment. Alors, pour illustrer un petit peu ma réponse, je reprends le cas d'Ali Baba à Liège. Hein, donc, il y a eu quasiment 3 ans là, de conflit entre la société civile, Alibaba et l'aéroport de Liège, qui est une société privée, et puis les décideurs publics. Finalement, Alibaba a ouvert ses entrepôts en novembre. Cependant, en parallèle, du fait de la mobilisation de la société civile, des élus de communes qui sont concernés par l'extension de l'activité de l'aéroport, parce que, évidemment, accueillir un entrepôt Alibaba, c'est à peu près 3 avions cargo par jour en plus à terme. Donc c'est, je crois, 3000 tonnes de marchandises qui débarquent tous les jours, donc des dizaines de camions qui sont concernés, donc un trafic routier, donc un impact environnemental et de cadre de vie qui est très important. Et là où, au départ, de nombreux élus, des maires de petites communes voisines de l'aéroport, alors j'en ai vu un qui a pleuré, hein, c'est-à-dire qu'au début il était mais oui c'est bien de dynamiser le territoire, de créer de l'emploi, il en faut, mais les administrés souffrent un peu de sous-industrialisation, de manque d'emploi, etc. Et en même temps il dit mais en même temps moi j'en ai marre des pluies de kérosène qui passent au-dessus des habitations, il y a des nuisances, c'est une personne, un élu communal qui est coincé finalement entre 2 paradigmes, quoi. Il faut à la fois développer le territoire économiquement, et un acteur comme ça peut être considéré comme une opportunité, comme une chance. C'est en plus la seule implantation d'Alibaba en Europe de l'Ouest. Et en même temps, il est bien conscient des nuisances directes sur le cadre de vie de ses riverains et des nuisances potentielles. Bon. Mais initialement, il y a 3 ans, ces élus, ces maires de communes, ces élus locaux étaient relativement peu mobilisés et se mobilisaient peu contre ce projet-là. Et finalement, les contre-expertises qui ont été permises, notamment sur les impacts environnementaux de l'extension de l'activité de l'aéroport, font qu'aujourd'hui, même si Alibaba a commencé son activité et a travaillé sur l'entrepôt a ouvert, on a quand même aujourd'hui plusieurs élus de communes qui s'opposent et en tout cas qui demandent des contre-expertises et une étude d'impact beaucoup plus poussée. Donc il y a quand même des effets grâce, je pense, à la mobilisation de la société civile qui permettent en tout cas des élus d'opposition, en tout cas des élus qui veulent garder un esprit critique sur les projets, qui ne se réfugient pas systématiquement derrière la position de leur parti ou de la majorité. Ils n'ont peut-être pas changé d'avis, mais en tout cas, ils ont aujourd'hui la capacité à davantage exprimer et affirmer leurs doutes ou leurs désaccords, grâce, je pense, à la société civile. Nous avons une autre question. Voilà, désolé pour la deuxième partie, mais... Ah, pardon. Ouais. Non, allez-y, notre répondre à Alors, je vais essayer de faire court. D'abord, merci beaucoup pour cet exposé qui m'a beaucoup intéressée, parce que la question des territoires, c'est vraiment quelque chose qui est... Dès qu'on s'intéresse à l'aménagement du territoire, on bascule sur des questions de transition écologique, et c'est le thème du colloque, donc je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous nous avez présenté. J'ai bien entendu que vous étiez extrêmement sceptique vis-à-vis du jeu démocratique, on va le dire comme ça de façon raccourcie. Les agglos, les élus, les régions, tout ça, ça ne trouve pas grâce à vos yeux, et je comprends fort bien le scepticisme que vous pouvez avoir, puisque comme moi, vous êtes sur des recherches en socio-économie, donc évidemment, on est un peu parfois un petit peu critique. Donc, essayons de positiver. Un intervenant a parlé des pratiques délibératives. Vous-même, vous avez parlé de société civile. Je me demandais si dans la liste des acteurs que vous avez proposés, il n'y aurait pas une place peut-être pour ce qui est appelé la société civile organisée. Vous avez d'ailleurs parlé de France Nature Environnement. Et je pense, donc ma question, c'est est-ce que l'échelon des conseils économiques, sociaux, environnementaux de région, cet échelon fait partie de vos corpus, enfin, on va dire de vos terrains d'expérimentation, parce que France Nature Environnement, ils sont très actifs dans les Césars, il n'y a pas que. Donc c'était une question. Mais alors, bon,
Je me permets aussi de préciser que j'ai été un peu caricatural aussi dans mon propos là, sur ces instances qui ne sont pas, je ne peux pas du tout dire qu'elles sont inutiles, inefficaces, qu'elles ne permettent pas de débat. En tout cas, elles ne permettent pas forcément une construction, enfin en tout cas une politisation de l'événement industriel qui est concerné. Hein. Alors, oui, ces associations organisées, enfin, ces mouvements organisés, souvent à l'échelle nationale ou internationale, alors déjà, ils sont présents quasi systématiquement. France Nature Environnement, Extinction Rébellion, les lois pour le climat, attaquent aussi. Ça paraît surprenant, hein, une association qui est a priori plutôt sur les transactions financières, mais alors, évidemment ça a à voir, mais on a cette constellation d'associations qui sont impliquées quasi systématiquement dans tous ces combats. Alors, ces associations siègent effectivement dans des institutions, mais vis-à-vis desquelles elles sont aussi relativement critiques, c'est-à-dire qu'elles-mêmes disent qu'elles doivent y être pour pouvoir faire entendre leur voix et faire justement remonter, fédérer ces différents conflits locaux qui prennent sens aussi à une échelle régionale, nationale, internationale, mais eux-mêmes témoignent aussi de la difficulté de faire admettre au sein de ces conseils et de ces instances-là, sinon la primauté, mais du moins l'équilibre à trouver entre ces préoccupations écologiques, de protection environnementale, et ces enjeux de développement économique. Mais, donc je les inclus, bien entendu, là je n'ai pas eu le temps de les développer, mais ils sont fondamentaux, notamment vraiment pour ces histoires de contre-expertise et de fédération, de politisation aussi de ces conflits locaux. Juste parce que ce n'est que consultatif, oui. Qui rendent mon avis, néanmoins ça existe. Oui, bien sûr. Mais c'est consultatif. Donc... Oui, mais comme on est dans la com, enfin, on est dans un colloque en sciences de l'information et de la communication, quelque chose qui est rédigé, un avis qui est rédigé, même s'il n'est que consultatif, ouais. On sait bien que ça peut quand même. Tout à fait. Mais on est aussi dans un axe production de la décision qui, elle, peut ne pas tenir compte des avis qui sont. Ça réfléchit, je pense. Ben, je pense que l'enjeu central, c'est l'opinion publique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, justement, par ces instances-là, l'opinion publique est informée, en tout cas sensibilisée aux grands enjeux que se soulèvent ces projets, il est forcément plus difficile d'avoir une décision strictement économique. Je suis désolée, je peux bien d'accord. Oui, ben, écoutez, merci. Merci beaucoup. Moi, je vous propose, je passe